Bon, quand on observe le monde de la médecine ou de l'ingénierie, on s'attend toujours à une espèce de précision clinique. Ouais, c'est très carré en général. C'est ça. Par exemple, si on regarde la radio d'un bras cassé, on voit cette ligne blanche dentelée sur l'os, et le médecin pointe juste le doigt dessus en disant «voilà, la fracture est là». C'est net. La cause est isolée, elle est visible, catégorisée. Absolument. Et c'est une approche qui est extrêmement fonctionnelle. Le verdict médical est clair, et surtout, il remet absolument pas en cause la valeur fondamentale du patient. On répare l'os, on fait pas le procès de la personne. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que quand on transpose cette logique dans nos vies personnelles ou professionnelles, toute cette belle objectivité, elle s'évapore direct. Mais complètement. Un projet sur lequel on bosse depuis des mois, qui s'écroule, ou je sais pas, une entreprise qui ferme, un examen raté, une relation qui se termine soudainement, la logique de l'ingénieur, elle disparaît. Ah oui, on regarde plus du tout la fracture de manière isolée. Non, on se regarde soi-même. Et la première question qui vient à l'esprit pour la plupart des gens, c'est presque toujours «qu'est-ce qui va pas chez moi?» C'est un phénomène psychologique fascinant en fait. On passe d'une observation factuelle, du genre cet événement n'a pas donné le résultat espéré, à une conclusion identitaire brutale. Du style «je suis un raté». Voilà, c'est ça. L'effondrement d'un projet externe est complètement confondu avec un effondrement de notre propre valeur. C'est le raccourci cognitif le plus douloureux de l'esprit humain en fait. Et c'est précisément cette spirale d'autodestruction qu'on va décortiquer aujourd'hui dans notre plongée. Et pour ça, on a rassemblé des sources vraiment incroyables. Ouais, on a un super mélange. D'un côté, on a des essais très récents de psychologie cognitive sur la gestion de l'échec, et de l'autre, on a carrément des textes historiques de la philosophie stoïcienne, donc Épictète, Sénèque et le journal perso de Marc Aurèle. C'est un grand écart mais qui fonctionne super bien. C'est clair. L'objectif, c'est pas de faire un cours d'histoire, attention, mais plutôt de comprendre la mécanique de notre cerveau face à la chute. Et comment ces concepts antiques, ils offrent un vrai manuel d'ingénierie pour transformer ce qu'on appelle l'échec en un terrain d'entraînement. Et le changement de paradigme fondamental dans ces textes, c'est de dire que l'échec n'est jamais un juge. Ah, c'est pas une sentence définitive. Une rupture ou une faillite comme une simple information, il faut d'abord faire une séparation radicale entre nos efforts et les résultats obtenus. C'est ce qui m'a le plus frappé dans la lecture des sources. Les stoïciens, ils nous invitent carrément à redéfinir le mot échec. Ouais, c'est la base de leur pensée. Parce qu'au fond, quand on dit j'ai échoué, on parle juste d'une ligne d'arrivée qu'on n'a pas franchie. Mais on part du principe, avec pas mal d'arrogance d'ailleurs, que franchir cette ligne, ça ne dépendait que de nous. C'est le grand piège de notre époque, hein. On baigne dans cette illusion de la méritocratie absolue. On entend partout que si on travaille assez dur, on aura forcément le résultat voulu. Donc par déduction, si on ne l'a pas, c'est qu'on est nul. Exactement. Et les penseurs stoïciens déconstruisent ça avec la fameuse dichotomie du contrôle. Ils expliquent de manière très pragmatique que le résultat final, il échappe toujours, au moins en partie, à notre volonté. En gros, on contrôle la préparation, les décisions qu'on prend, l'intention, Oui, mais on ne contrôle pas, je sais pas, les fluctuations du marché, la réaction émotionnelle d'un partenaire ou les imprévus. tout à fait. C'est ça. Intellectuellement, on le sait. Si j'organise un festival en plein air, je sais très bien que je contrôle pas la météo. Bien sûr. Mais le truc irrationnel, c'est la dissonance cognitive qu'on se prend quand il se met vraiment à pleuvoir. Même en sachant qu'on contrôle pas les nuages, on va ressentir une culpabilité écrasante. Comme si on avait personnellement failli. Pourquoi notre cerveau fait un truc pareil? Ça rejoint ce que la psychologie moderne appelle l'erreur fondamentale d'attribution, mais appliquée à soi-même. Ok, comment ça? En fait, notre cerveau, il a un besoin viscéral de trouver des liens de cause à effet. C'est pour se rassurer sur sa capacité à maîtriser son environnement. Tolérer l'idée que le monde est chaotique et que la pluie tombe au hasard, c'est super angoissant. Ouais, ça donne le vertige. Du coup, l'esprit préfère, paradoxalement, s'attribuer la faute. On va se dire « Ah, j'aurais dû prévoir des tentes, je suis trop stupide ». Parce que ça maintient l'illusion que la prochaine fois, en étant meilleur, on pourra tout contrôler. C'est fou quand on y pense. On préfère se flageller et se traiter d'incapable plutôt que d'admettre qu'on est impuissant face au chaos. C'est exactement ça. Et c'est là qu'intervient la fameuse question d'Épictète. Face à un coup dur, il ne demande pas pourquoi il a plu. Il demande « As-tu fait ce qui dépendait de toi avec sérieux et intégrité ?» Ah ouais, ça change tout l'angle de vue. Complètement. Si la réponse est oui, alors ce qu'on appelle un échec, c'est juste un tirage au sort défavorable de l'univers. Dans les textes, il y a cette image de l'archer stoïcien. Ah oui, j'allais en parler. L'analogie est super parlante. Ouais,
L'archer, il tend son arc, il gère sa respiration, il vise de toutes ses forces. Ça, c'est sous son contrôle. Mais une fois que la flèche part, Un coup de vent peut la dévier. exactement, il a raté la cible, oui, mais il n'a pas raté son tir. Il a été un archer irréprochable. Ok, mais attends. Si on pousse cette logique jusqu'au bout, et qu'on essaye vraiment de détacher notre valeur du résultat, sur quoi on base notre estime de nous-mêmes du coup? Si c'est plus le succès de la start-up ou la note à l'examen, il reste quoi? Juste l'intention? Alors, l'intention, c'est un peu faible. Les stoïciens utilisent un concept beaucoup plus robuste, la vertu. C'est un grand mot, la vertu, aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un peu vieillot, mais en fait, c'est super moderne. Ça veut dire que ton estime de toi ne repose pas sur ce que tu obtiens, mais sur la manière dont tu agis. Ta capacité à rester lucide, courageux, juste, surtout quand le coup de vent dévie la flash, en fait. Donc, un échec commercial, ça veut juste dire que la méthode technique était mauvaise. Rien de plus. Ce qui souffre à l'intérieur de nous dans ces moments-là, ce qui hurle à l'injustice, c'est pas notre raison, c'est l'ego. Ah, l'ego. Cet ego qui voulait impressionner tout le monde avec une image de perfection. Voilà. Mais c'est hyper difficile de gérer ça aujourd'hui. Je veux dire, on vit dans une époque où l'échec est carrément devenu un spectacle. Je pense à LinkedIn, par exemple, avec ce qu'on pourrait appeler le failure porn. Oh oui, les longs posts dramatiques. C'est ça, hein. Les gens écrivent des romans sur la fermeture de leur boîte, mais on sent bien que le but final, c'est de récolter des likes, de montrer à quel point ils sont résilients et incroyables. C'est encore l'ego qui parle là, non? C'est une observation hyper juste. Cette mise en scène de la vulnérabilité, c'est l'ego qui essaye de récupérer le contrôle du narratif. On transforme la défaite en outil de promo perso. C'est pas très stoïcien, du coup. Pas du tout. La démarche stoïcienne, elle est intime. C'est une acceptation silencieuse. L'humilité de se dire je suis juste un humain qui apprend, pas un héros parfait. Ok, mais je vais me faire l'avocat du diable une minute. Vas-y. Si on dit aux gens d'écraser cet ego, de plus chercher à briller, de plus associer leurs valeurs aux victoires, est-ce qu'on risque pas de tuer la motivation? Parce que, franchement, c'est souvent l'ego qui donne l'énergie de bosser jour et nuit pour monter un projet ou créer un truc fou. Pourquoi on se battrait si on s'en fiche du résultat? C'est le malentendu classique avec cette philosophie. On confond ça avec un fatalisme un peu mou. Mais Sénèque, par exemple, c'était un des mecs les plus riches et ambitieux de Rome. Ah, c'était pas un moine dans une grotte. Vraiment pas. L'idée, c'est pas de tuer l'ambition, c'est de changer le carburant de cette ambition. Ok, je vois. On garde le moteur, mais on change l'essence. Exactement. Si ton moteur tourne uniquement à l'ego et à l'approbation des autres, c'est hyper fragile. À la première tempête, le moteur explose, parce que ton identité entière est menacée. Ouais, logique. Par contre, si ton carburant, c'est l'excellence personnelle, affiner tes compétences, faire de ton mieux, là, tu deviens résilient. Tu veux toujours que ça réussisse, hein, mais si ça rate, tu n'es pas détruit. Tu ajustes juste ton arc pour le prochain tir. C'est clair. L'ego rend la chute insupportable parce qu'il nous rend dépendants du regard des autres. Tout à fait. Et ça m'amène à une autre dimension super intéressante dans nos sources. C'est la façon dont ils gèrent la temporalité de l'échec. Parce que savoir comment réagir après le crash, c'est bien, mais eux, ils expliquent qu'on peut se blinder psychologiquement avant même que ça arrive. Ah, la fameuse premeditatio malorum, la visualisation négative. Oui. Et franchement, ça va complètement à l'encontre de toute la culture actuelle de la pensée positive. Ah c'est sûr que ça change des good vibes only. Grave. L'idée, c'est de s'asseoir quand tout va bien et d'imaginer en détail que tout va s'effondrer. Se dire que le client va annuler, que l'examen sera un désastre. Aujourd'hui, on nous martèle qu'il ne faut pas penser à l'échec, sinon on va l'attirer avec notre énergie. Comment on fait pour utiliser cette visualisation négative sans s'auto-saboter ou déprimer complètement? Il faut vraiment comprendre la neurologie derrière ça. Ça n'a rien à voir avec le pessimisme. Quelle est la différence? Le pessimiste, il se dit que tout est foutu d'avance, donc il fait plus d'efforts. C'est passif. La visualisation négative des stoïciens, c'est une préparation mentale active. Ça travaille directement sur l'amygdale, le centre de la peur dans notre cerveau. Comment ça fonctionne concrètement? Le truc le plus traumatisant dans un échec, c'est la surprise. Le décalage énorme entre notre attente de perfection et la réalité brutale. Quand l'imprévu arrive, l'amygdale panique, on fige, on perd nos moyens. Ouais, le fameux mode combat ou fuite. C'est ça. En imaginant les pires scénarios à l'avance, on habitue le cerveau,
On désamorce la charge émotionnelle. C'est comme un simulateur de vol pour les pilotes, en fait. C'est la métaphore parfaite. Les pilotes s'entraînent des heures à gérer des pannes de moteur ou des tempêtes. Pas parce qu'ils sont pessimistes, mais parce que si le moteur prend feu en vrai, ils doivent pas être tétanisés, ils doivent dérouler le protocole. Donc le but, c'est pas de se dire je vais échouer, mais plutôt, même si ça rate, je serai debout et je saurai quoi faire. Voilà, c'est une armure cognitive. J'adore l'idée. C'est vrai que si on sait que l'hiver arrive, on va pas s'indigner quand il neige, on met juste un manteau. Exactement. Bon, alors imaginons le scénario, on a protégé notre ego, on a fait notre simulateur de vol, et là, boum, le crash arrive pour de vrai. L'entreprise coule, la rupture amoureuse est là, le choc est amorti grâce à la préparation, ok, mais on est quand même au milieu des débris. Comment on se relève? C'est là que l'audit stoïcien entre en jeu. Une fois que l'émotion redescend, l'échec devient juste une donnée à analyser. Un audit, genre comme en comptabilité. Un peu, oui. Au lieu de pleurer en disant « pourquoi ça m'arrive à moi ?», on utilise la chute comme un miroir. Et Marc Aurèle est le meilleur exemple de ça avec ses pensées pour moi-même. Ouais, l'empereur romain qui s'imposait un examen de conscience tous les soirs. D'ailleurs, pourquoi l'écrire? Pourquoi il pouvait pas juste y réfléchir dans sa tête en se promenant? C'est purement cognitif. Traduire un sentiment flou en mots concrets sur du papier, ça force le cortex préfrontal, la zone de la logique, à s'activer. Ça coupe l'herbe sous le pied au système limbique qui génère l'angoisse. Ah, ça crée une vraie distance. Oui. Et son journal, c'est pas pour se plaindre. Il déroulait un protocole très strict qu'on peut résumer en 3 questions clés. J'ai noté ces questions, et franchement, ça m'a fait penser aux réunions post-mortem dans la tech. Tu sais, quand un serveur plante, on cherche la faille dans le code, de manière hyper froide. On cherche pas quelqu'un à virer. C'est tout à fait ça. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui dépendait vraiment de moi dans ce désastre et que j'ai pas assez travaillé? Prise de responsabilité radicale. On isole sa propre erreur. La deuxième question, et je trouve que c'est la plus dure quand on a le moral à zéro, qu'est-ce que j'ai bien fait malgré le résultat? C'est crucial pour pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut reconnaître les bons efforts. Et la troisième, très orientée action, qu'est-ce que je ferais différemment la prochaine fois? Et voilà, c'est ça la puissance de la méthode. Si cet audit est honnête, sans filtre et sans auto-apitoiement, chaque échec te donne littéralement le plan pour t'améliorer. Le plan architectural de ta future réussite. Exactement. Et refuser de regarder l'échec en face parce que ça pique l'ego, c'est prendre ce précieux plan et le mettre direct à la déchiqueteuse. C'est se condamner à refaire la même erreur. Bon, alors l'audit est fait, le plan est prêt, mais l'analyse ça suffit pas. Faut retourner dans le monde réel. Comment on se remet en mouvement sainement? Déjà, on commence par l'acceptation inconditionnelle. Le projet est mort, la relation est finie, l'argent est perdu. On arrête les si seulement. Ensuite, on cherche la prochaine action juste. Et ça, ce concept de prochaine action juste, ça m'a fait un bien fou de lire ça. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'on est tellement matricé par la culture du hustle aujourd'hui, cette résilience toxique où si tu te plantes le lundi, il faut que tu lances une nouvelle boîte le mardi matin pour prouver à tout le monde que t'es un guerrier. Ouais, la fameuse glorification du rebond immédiat. Voilà. Alors que dans nos sources, repartir, ça veut pas dire taper sa tête contre une porte fermée. Non, l'acharnement aveugle, c'est souvent l'orgueil qui parle. La peur de paraître faible. La prochaine action juste, c'est apaisé et stratégique. Donc parfois, ça peut être de pivoter complètement. Oui, changer de méthode. Ou même réaliser grâce à l'audit que l'objectif de base n'était pas aligné avec tes valeurs et avoir le courage d'abandonner pour de bon. Et parfois, et ça c'est hyper subversif aujourd'hui, l'action juste, c'est juste de se reposer. Absolument. Dormir, cicatriser, prendre soin de soi. C'est validé comme une action hautement stratégique par les stoïciens. On repart pas pour laver un affront, on repart quand on est lucide. C'est une vraie maturité. Si on se relève juste pour prouver aux autres qu'ils ont tort, on reste esclave de leur opinion. L'échec aura servi à rien. Alors que si on se relève pour mieux faire, avec humilité, l'échec a fait son job de professeur. Un professeur brutal, mais inestimable. Un professeur brutal mais inestimable. Je pense que c'est le moment idéal pour faire la synthèse de tout ce qu'on a vu. Allons-y. L'idée fondatrice, c'est que statistiquement, on va tous se planter. Des projets vont dérailler, des relations vont s'arrêter. Personne ne traverse la vie sans que la météo ne vienne ruiner ses plans. C'est inévitable. Mais la destruction psychologique, elle, c'est pas une fatalité, c'est un choix. En séparant notre valeur du résultat, en anticipant le pire pour pas paralyser notre cerveau, et en utilisant l'audit rigoureux, l'échec redevient ce qu'il a toujours été,
du matériau d'apprentissage. C'est un super résumé. Et d'ailleurs, si on tire le fil de cette logique jusqu'au bout, on arrive à un paradoxe qui fait vraiment réfléchir. Vas-y, je t'écoute. Si l'échec est vraiment ce simulateur de vol indispensable, le seul truc capable de forger notre résilience et de nous ancrer dans la réalité, est-ce qu'on ne devrait pas considérer qu'une vie faite exclusivement de succès ininterrompu, c'est la situation la plus dangereuse qui soit? Attends, le succès perpétuel comme un danger. Bah oui, de longues périodes où tout réussit facilement, ça te prive de ton seul vrai entraînement. Et en même temps, ça gonfle ton ego avec une illusion de toute puissance. Ah oui, ça renverse complètement la table. Le confort absolu vu comme une menace sournoise pour l'esprit humain. C'est un point de bascule génial pour terminer notre analyse. De quoi bien y réfléchir, en effet. En tout cas, la prochaine fois qu'un de vos projets s'écroule ou qu'on fait face à une grosse chute, il ne s'agira pas de regarder les ruines en se disant qu'on est incompétent. Il s'agira juste de voir quels matériaux solides on peut récupérer pour bâtir une architecture bien plus résistante. Un grand merci pour cet échange, c'était vraiment passionnant. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration.